Imaginez un bistrot isolé sous un orage d'une violence inouïe. Un motard effrayant, craint de tous, voit une vieille boîte glisser à ses pieds, échapper des mains d'un adolescent de 15 ans. Alors que le colosse s'apprête à l'ouvrir avec fureur, le garçon hurle. « Attends, ne touche pas à ça !» Le couvercle se lève. L'impensable se produit. Cet homme de pierre s'effondre à genoux, le souffle coupé. Que cache cet écrin pour briser un tel géant? L'histoire qui suit va vous bouleverser. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir le secret que renferme ce coffret. La chute va vous surprendre. Avant de plonger dans l'histoire, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore savoir de quelle ville, région, pays viennent mes spectateurs. Installez-vous confortablement. L'histoire commence. Le vent s'engouffrait avec une violence rare dans les vallées escarpées du Massif central, balayant tout sur son passage. Dehors, l'orage grondait avec une fureur sourde, transformant les routes sinueuses du Cantal en de véritables torrents d'eau glaciale et d'asphalte noirci. La pluie fouettait sans pitié les vitres embuées du Relais des Puits, un de ces vieux bistrots de bord de route au charme rustique qui semblent avoir traversé les époques sans jamais changer d'âme. À l'intérieur, l'atmosphère sentait bon le café fort, la soupe paysanne et le bois ciré. C'était un repère chaleureux de routiers éreintés et d'habitués au visage buriné, venus chercher refuge face à la colère des éléments. Le brouhaha rassurant des conversations et le tintement familier de la vaisselle couvraient presque le fracas du tonnerre. Puis, soudainement, la lourde porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Un silence palpable, presque électrique, s'abattit instantanément sur la salle. Sur le seuil se découpait une silhouette massive, taillée à la serpe, qui semblait absorber la lumière chétive des néons du plafond. C'était Gérard, la soixantaine bien entamée. Il portait un épais blouson de cuir fatigué par des milliers de kilomètres et d'intempéries. Ses lourdes bottes de moto résonnèrent sur le carrelage en damier ancien, chaque pas sonnant comme une menace sourde. L'eau de pluie ruisselait de ses larges épaules et de sa barre grise en bataille, mais c'était son visage qui imposait le respect et la crainte. Ses yeux, sombres et durs comme la pierre de Volvic, portaient une aura si lourde, si chargée d'une colère ancienne, que d'instinct, les clients baissèrent la tête vers leurs assiettes. Personne n'osait croiser le regard de cet homme qui donnait l'impression de traîner derrière lui tous les fantômes de la région. Il avança lentement vers le comptoir de zinc, ignorant avec dédain les chuchotements prudents qui s'éteignaient sur son passage. Pourtant, dans un recoin sombre et isolé de la salle, à l'extrême opposé de ce géant de cuir, se trouvait une présence presque invisible. Assis sur une banquette en sky élimé, grelottant dans ses vêtements complètement détrempés, un adolescent tentait de se fondre dans le décor. Mathis n'avait que 15 ans. Ses cheveux bruns étaient collés sur son front par l'averse, et ses traits tirés trahissaient un épuisement bien trop lourd pour ses jeunes épaules. Contrairement aux autres, il ne prêtait pas la moindre attention au colosse intimidant qui venait de s'accouder au bar. L'esprit du jeune garçon était entièrement obnubilé par l'objet qu'il serrait frénétiquement contre sa poitrine, comme pour le protéger du reste du monde. Il s'agissait d'une vieille boîte en chêne massif, abîmée par les décennies, dont les angles étaient renforcés par d'épaisses ferrures en laiton oxydé. Les jointures de ses mains étaient blanches tant sa prise était crispée. Ce gamin d'apparence si fragile n'avait manifestement rien à faire ici, seul, au cœur d'une telle tempête. Mais l'étrange et mystérieux fardeau auquel il s'agrippait l'avait conduit précisément dans ce bistrot, le liant irrémédiablement à une trajectoire qui allait, d'une seconde à l'autre, percuter de plein fouet l'homme le plus craint et le plus solitaire de ces montagnes. Le martèlement incessant de la pluie sur la toiture en zinc du relais résonnait comme un roulement de tambour, pesant sur l'atmosphère déjà électrique de la salle. Au comptoir, la stature imposante de Gérard semblait absorber le peu de lumière qui subsistait. D'un geste sec et imperceptible de la main, il commanda un café noir, sans prononcer la moindre syllabe, le visage fermé par des années de rudesse et de solitude. Derrière sa machine, le patron s'exécuta avec une hâte nerveuse, évitant soigneusement de croiser le regard ombrageux de son client. Le sifflement aigu de la buse à vapeur fut le seul bruit qui osa s'élever dans cette partie de la pièce. Le reste des habitués chuchotaient, jetant des regards obliques et prudents vers cet homme que l'on aurait cru sculpté dans la roche volcanique. Loin de cette tension étouffante, dans l'ombre de sa banquette usée, Mathis luttait contre un épuisement absolu. La chaleur relative de l'établissement réveillait la douleur de ses muscles meurtris et soulignait la fatigue profonde qui s'était emparée de son corps frêle. Son voyage avait été d'une longueur interminable, une véritable épreuve d'endurance dont les stigmates se lisaient sur ses traits juvéniles tirés. Sa gorge, asséchée par le stress et l'air glacial du dehors, le brûlait cruellement. Il avait désespérément besoin de se désaltérer. Ignorant son instinct primaire qui lui intimait l'ordre de rester caché dans son coin, il rassembla le peu de courage qui lui restait pour braver la distance qui le séparait du bar.
L'adolescent se leva avec une lenteur douloureuse, ses articulations raides protestant à chaque mouvement. Contre son cœur, il gardait fermement pressé son mystérieux coffret en chêne, le couvant comme s'il s'agissait du trésor le plus sacré au monde. Son avancée vers le comptoir prit rapidement des allures de chemin de croix. L'extrême fatigue troublait sa vision, rendant chacun de ses pas plus incertain que le précédent. Plus il s'approchait de son but, plus il devait inévitablement réduire la distance avec la silhouette colossale du motard. Intimidé, la respiration saccadée, Matisse fixait désespérément la pointe de ses baskets trompées, espérant se glisser dans un angle mort et disparaître aux yeux du géant de cuir. Cependant, la malchance a souvent la fâcheuse habitude de frapper lorsque l'on est le plus vulnérable. À moins d'un mètre du zinc, le pied de l'adolescent buta violemment contre la bordure irrégulière d'un vieux carreau de ciment légèrement surélevé. Le garçon sentit soudain le sol se dérober sous lui. Pris au dépourvu, il tenta dans un réflexe désespéré de rétablir son centre de gravité, mais ses bras, entièrement monopolisés par la lourdeur de la boîte, refusèrent de l'aider à amortir sa chute. Son corps chétif bascula en avant avec une terrible maladresse. Dans un mouvement désarticulé, il alla s'écraser de tout son poids, l'épaule la première, directement contre la cuisse et la lourde botte boueuse de Gérard. Le choc physique fut brutal et totalement inattendu. Sous la surprise et la violence de l'impact, les doigts transis de Matisse s'ouvrirent machinalement. Le lourd coffret en bois et ses massives ferrures de laiton lui échappèrent, plongeant inexorablement vers le sol. La boîte heurta le carrelage avec un fracas effroyable qui déchira net le bourdonnement ambiant. Puis, emportée par son élan, elle glissa dans un grincement sinistre pour venir s'arrêter avec insolence, exactement entre les pieds du colosse. Les conversations s'éteignirent en une fraction de seconde. Les verres restèrent suspendus à mi-chemin des lèvres des clients. Le patron se figea, son essuie-main serré à sans blanchir les jointures. Une chape de plomb d'une lourdeur insoutenable venait de s'abattre sur le bistrot. Recroquevillé par terre, le souffle littéralement coupé par la chute et la peur, Matisse n'osait même plus respirer, totalement pétrifié par la terreur de ce qu'il venait de déclencher. Le silence dans la salle était devenu si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Seul le bruit de la pluie fouettant les carreaux persistait, comme pour souligner l'imminence de la catastrophe. Gérard baissa lentement un regard chargé d'une fureur froide vers le gamin prostré à ses pieds, puis vers l'objet qui venait de heurter brutalement ses bottes. Un grognement sourd, semblable à celui d'un vieux fauve qu'on vient de réveiller, s'échappa de sa gorge. L'agacement déformait ses traits burinés. Pour lui, ce n'était qu'un incident stupide causé par un morveux pâteau, une nuisance de plus dans un monde qu'il tolérait déjà avec une immense difficulté. Avec la souplesse inattendue d'un prédateur, le colosse se pencha en avant. Le cuir épais de son blouson grinça sinistrement sous l'effort. Ses immenses mains, de véritables battoirs marqués par le cambouis, zébrés de vieilles cicatrices blanchâtres et ornées de lourdes bagues en argent terni, s'avancèrent avec brusquerie. Son intention était claire. Il allait empoigner ce vulgaire morceau de bois sans le moindre ménagement, soit pour le balancer à l'autre bout de la pièce, soit pour en arracher le couvercle et voir ce qui justifiait un tel raffut. Dans l'esprit du bistrot tout entier, le sort du garçon était déjà scellé. Quelques habitués pincèrent les lèvres, détournant pudiquement le regard pour ne pas assister à la correction inévitable. Mais ce qui se produisit l'instant d'après défia toute logique. Alors que les doigts massifs de Gérard n'étaient plus qu'à quelques centimètres du laiton oxydé de la boîte, une voix juvénile, pourtant chargée d'une intensité féroce, déchira le silence de mort du relais. Poussé par une force insoupçonnée, une énergie de l'ultime désespoir, Matisse était redressé à demi. Faisant fi de la peur paralysante et de la douleur de sa chute, le frêle adolescent s'interposa de tout son corps entre le géant et le coffret. « Attends, ne touche pas à ça !» Le cri avait résonné avec une autorité troublante, presque suicidaire. La réverbération de ces quelques mots sur les murs de pierre sembla suspendre le cours même du temps. Le patron du bistrot cessa de respirer. Un routier au fond de la salle en lâcha sa fourchette, qui tinta pitoyablement sur la faïence de son assiette. Personne, pas même les flics les plus endurcis du canton ou les gros bras des clubs rivaux, n'avait jamais osé donner un ordre direct à cet homme. Et voilà qu'un gamin trompé et grelottant venait de lui hurler dessus. L'impensable se produisit. Le colosse s'arrêta net. Son mouvement fut stoppé en plein vol, ses grandes mains calleuses figées au-dessus du bois verni. Lentement, avec une raideur terrifiante, Gérard releva la tête. Ses yeux noirs, d'ordinaire vides d'empathie, s'ancrèrent dans les pupilles écarquillées de Matisse. La tension dans l'air était à son paroxysme, lourde et inflammable comme des vapeurs d'essence. Un simple battement de cils menaçait de déclencher une explosion de violence. Le vieux motard scrutait cet insecte qui osait lui barrer la route, cherchant à comprendre quelle folie ou quel incroyable courage
poussait ce garçon maigrichon à braver un prédateur de sa trempe pour un simple coffret. Les secondes s'étiraient, devenant de longues minutes de supplice psychologique. L'orage lui-même semblait retenir son souffle au-dessus du toit en zinc. Matty sentait son propre cœur tambouriner à s'en rompre les côtes, mais il ne baissa pas les yeux. Malgré ses membres tremblants, sa mâchoire restait crispée, fermement résolu à protéger son précieux fardeau coûte que coûte. Face à lui, la montagne de muscles restait de marbre, jaugeant l'effronterie de la jeunesse avec une intensité insoutenable. Le relais tout entier s'attendait au pire, priant silencieusement pour que la fureur ne s'abatte pas sur ce garçon qui ignorait visiblement tout des lois de ce territoire âpre et sauvage. La voix de Gérard s'éleva, grave et rocailleuse, balayant ce qu'il restait d'air respirable dans le bistrot. Sans scier, il exigea de savoir ce qui pouvait bien justifier un tel affront. Il ne s'agissait pas d'une simple question, mais d'une injonction absolue, un grondement menaçant qui n'admettait ni dérobade ni mensonge. Le ton était celui d'un juge prêt à prononcer une sentence irrévocable. Matty déglutit difficilement. L'adrénaline brûlante qui l'avait poussé à s'interposer retombait brusquement, le laissant nu et grelottant face à la réalité terrifiante de son acte. Ses doigts frêles effleurèrent le bois humide de la boîte. Il comprit à cet instant précis qu'aucun mot ne suffirait à apaiser ce fauve prêt à mordre. Seule la vérité brute, enfermée dans cet écrin, pouvait éviter le désastre. Les mains encore secouées par un léger tremblement de froid et d'effroi, l'adolescent se résigna. D'un mouvement lent et mal assuré, que le géant observa sans chercher à l'interrompre, Matty repoussa le loquet de laiton oxydé. Le mécanisme rouillé opposa une ultime et brève résistance avant de céder. Le claquement sec du métal résonna étrangement fort au milieu du silence religieux de l'assemblée. Le couvercle massif grinça sur ses gonds usés par les décennies et bascula en arrière, exposant enfin son mystère à la lumière chétive des néons. Gérard baissa les yeux, le visage toujours fermé, s'attendant sans doute à découvrir de vieux bijoux sans valeur ou les babioles d'un enfant en fugue. Mais ce qu'il vit pulvérisa instantanément ses certitudes. En une fraction de seconde, le sang déserta complètement le visage du vieux motard. Son teint, cuit par les kilomètres d'asphalte et le vent glacial des montagnes, vira à une pâleur cadavérique effrayante. Sa mâchoire carrée se décrocha légèrement, figée, incapable de formuler le moindre son. L'armure invisible et impénétrable qu'il portait depuis si longtemps venait de voler en éclats, pulvérisée par le simple contenu de ce coffret. Ses épaules, toujours si larges et si fièrement dressées pour affronter la brutalité du monde, s'affaissèrent pitoyablement. Sous le regard médusé du patron, pétrifié derrière sa tireuse à bière, et des habitués qui n'en croyaient pas leurs yeux, la scène bascula dans l'irréel. Cet homme farouche, que tous considéraient comme un roc indestructible, un être uniquement fait de pierre et de colère, recula d'un pas chancelant. Sa respiration se coupa net. Elle fut remplacée par un halètement rauque, presque douloureux, comme si l'oxygène venait subitement de disparaître. Ses jambes puissantes refusèrent soudainement de le porter. Elles ployèrent sous le poids d'un choc d'une violence inouïe. Dans un fracas sourd qui fit tressaillir le carrelage en damier, Gérard se laissa tomber lourdement à genoux. Le colosse était là, à terre, effondré de toute sa hauteur, la tête douloureusement inclinée devant ce frêle adolescent. Le tableau offrait un contraste vertigineux. Toute l'aura de menace était évanouie, laissant place à une vulnérabilité si intense qu'elle imposa au spectateur un profond malaise, un respect teinté de stupeur face à la chute de ce titan. Au fond de cet écrin de chêne, reposant sur un carré de velours bordeaux depuis longtemps rongé par les mythes, s'étalaient deux simples objets, deux reliques dérisoires pour n'importe quel observateur extérieur, mais qui, pour l'homme foudroyé sur le carrelage, possédaient une valeur incommensurable. Il y avait d'abord une vieille paire de lunettes d'aviateur, typique des modèles arborés par les trompe-la-mort dans les années 70. Le cuir de la monture était racorni, raidi par les intempéries d'une autre époque, et l'un des épais verres bombés présentait une fêlure en étoile, stigmate tragique et indélébile d'un choc effroyable. Juste à côté, enchevêtré dans une chaînette aux maillons tordus, reposait un lourd médaillon de Saint-Christophe, le protecteur des voyageurs. Autrefois étincelant, le métal argenté disparaissait désormais sous une patine opaque, noircie par l'huile de moteur séchée, la poussière et l'usure implacable des saisons. Ces affaires n'appartenaient pas à Gérard. Elles étaient l'héritage brut, matériel et atrocement douloureux d'Arnaud, son petit frère. Le drame s'était noué 30 ans plus tôt, presque jour pour jour, sous un ciel aussi noir et colérique que celui qu'il avait actuellement les crêtes du massif. Ce soir-là, sur l'une des routes traîtresses et sinueuses qui serpentent vers le col de la Croix-Moran, l'asphalte détrompé avait eu raison de la fougue de la jeunesse. La moto d'Arnaud avait violemment quitté la chaussée pour terminer sa course désarticulée dans un ravin escarpé, emportant avec elle le rire éclatant d'un gamin de 20 ans et, simultanément, la moitié de l'âme de son aîné.
Depuis cette nuit funeste, Gérard n'avait jamais cessé de chercher ces 2 pièces manquantes. Ses lunettes fétiches, qu'Arnaud ne quittait sous aucun prétexte, et ce médaillon, ultime cadeau de leur mère, s'étaient mystérieusement volatilisés sur les lieux mêmes du crash. Le vieux motard avait inlassablement retourné chaque pierre du fossé, harcelé les dépanneurs, interrogé les gendarmes de la région, rongé par la certitude écœurante que des charognards de passage avaient dépouillé son frère avant l'arrivée des secours. Cette idée l'avait torturé durant 3 décennies. Elle avait nourri en lui une rancœur féroce, forgeant année après année cette carapace impénétrable qui le tenait farouchement isolé du reste des vivants. Et voilà que le passé, préservé de l'oubli, venait de percuter son présent avec la force d'un poids lourd. La fêlure du verre semblait soudain refléter la fracture béante qui cisaillait son propre cœur. Les souvenirs affluèrent. Le vacarme de leurs moteurs jumeaux résonnant dans les vallées, l'insouciance d'une époque révolue, tourmentaient à la surface dans un tourbillon suffocant. Les doigts calleux de l'homme s'avancèrent millimètre par millimètre, tremblant de tout leur long, n'osant presque pas effleurer le métal de peur que cette apparition ne s'évapore comme un cruel mirage. Lorsqu'il sentit enfin le froid de la relique sous sa peau meurtrie, un gémissement sourd, arraché aux profondeurs les plus intimes de ses entrailles, franchit ses lèvres. L'émotion submergea totalement le loup solitaire. L'ouragan qui secouait le vieux relais n'était soudain plus rien face au séisme dévastateur qui venait de briser, une à une, les dernières digues de sa survie. L'atmosphère étouffante qui compressait les murs du relais s'évapora lentement, emportant avec elle la menace imminente d'une explosion de violence. À sa place, une mélancolie épaisse, presque palpable, s'installa entre les tables en bois brut. Le silence n'était plus terrifié, il devenait solennel. Les habitués et le patron observaient la scène avec une stupeur respectueuse, comprenant confusément qu'il assistait au dénouement intime d'une tragédie silencieuse. Le colosse au blouson de cuir était toujours là, à genoux sous le carrelage froid, hypnotisé par les vestiges de son histoire, incapable de détacher son regard de l'écrin. C'est alors que la voix de Mathis s'éleva, brisant délicatement l'envoûtement. Débarrassé de la terreur qui le paralysait quelques instants plus tôt, l'adolescent s'exprima avec une douceur d'une maturité étonnante pour son jeune âge. Il murmura qu'il ne s'agissait pas d'un sombre tour de passe-passe, ni de l'œuvre de pillard de grand chemin, mais de l'accomplissement d'une promesse sacrée. Il révéla calmement son identité. Il était le petit-fils du docteur Émile. La seule prononciation de ce nom fit tressaillir imperceptiblement les épaules de quelques anciens accoudés au comptoir. Le docteur Émile avait été, pendant près d'un demi-siècle, le dévoué médecin de campagne de la vallée, un homme juste et infatigable qui bravait la neige, l'obscurité et les tempêtes pour soigner les habitants isolés des montagnes. D'une voix apaisante, Mathis raconta ce que le vieil homme lui avait confié au crépuscule de sa vie. 30 ans plus tôt, lors de cette effroyable nuit d'orage qui avait arraché Arnaud à la vie, Émile rentrait d'une lointaine visite médicale. Roulant au pas, guidé par la lueur blafarde de ses phares à travers le déluge, il avait été le tout premier témoin du désastre, arrivant sur les lieux bien avant que les gyrophares des gendarmes ne déchirent la nuit. En se glissant courageusement dans le ravin escarpé pour tenter l'impossible, le praticien avait découvert les lunettes d'aviateur au verre fêlé et la médaille de protection, à moitié enfouie dans la tourbe. Conscient de la charge symbolique inestimable de ses humbles possessions, le médecin les avait recueillies et glissées au fond de son lourd manteau. Son unique intention était de les préserver de la fange et de l'oubli, pour les remettre en main propre au grand frère dès le lever du soleil. Malheureusement, l'aube n'avait apporté que des cendres. Le cœur ravagé par une culpabilité insoutenable, incapable de supporter le poids des regards ou le vide laissé par la mort, Gérard avait démarré sa machine et fui la région sans un regard en arrière. Une disparition totale, brutale, effaçant ses traces pour échapper à sa propre conscience. Impuissant face à ce départ précipité, le docteur Émile avait délicatement rangé les reliques dans ce coffret en chêne massif. Pendant 3 longues décennies, la boîte ne quitta jamais le lourd bureau de consultation. 30 années durant lesquelles le médecin n'abandonna jamais sa quête. Il interrogeait discrètement les mécaniciens, prêtait l'oreille aux récits des routiers, espérant capter la moindre rumeur annonçant le retour de celui que toute la région surnommait autrefois avec crainte et admiration, le loup noir. La ville avait finalement quitté avant de pouvoir réunir l'homme et ses souvenirs, mais il avait veillé sur ce trésor brisé jusqu'à son tout dernier souffle. Pendant 30 ans, Gérard avait survécu en s'enfermant dans une forteresse inexpugnable. Sa carapace n'était pas seulement tissée de cuir épais, mais forgée dans le ressentiment, la colère sourde et une misanthropie farouche. Il avait accusé la terre entière d'avoir souillé la mémoire de son frère, transformant sa peine en une arme braquée contre le reste de l'humanité. Savoir aujourd'hui que ces reliques avaient été préservées avec un tel respect, par un homme d'une telle intégrité, anéantissait soudain le pilier central de sa haine.
Sans cette rancœur aveugle pour le maintenir debout, le vieux loup solitaire se retrouvait face à la nudité vertigineuse de son deuil inachevé. Le poison de la culpabilité, qui lui rongeait les sangs depuis la nuit du drame, sembla soudain perdre de sa virulence, neutralisé par la vérité bouleversante que venait de révéler ce garçon. La fissure devint une faille, puis un effondrement total. Les muscles de sa mâchoire se relâchèrent. De ses paupières plissées, usées par les vents cinglants et les longues routes sans sommeil, jaillirent les premières gouttes d'un chagrin violemment contenu depuis des décennies. C'étaient des larmes lourdes, silencieuses, d'une densité poignante. Elles se frayaient lentement un chemin à travers les crevasses de son visage buriné, venaient laver les scories de son âme, et coulaient sur sa barre grise avant de s'écraser sur les carreaux du bistrot. Le colosse ne chercha même pas à les essuyer, ni à cacher son visage de ses grandes mains calleuses. Il acceptait enfin la douleur, laissant le barrage céder dans sa totalité. Autour de lui, le vieux relais de montagne s'était transformé en un véritable sanctuaire. Les hommes accoudés au comptoir, d'ordinaire prompts aux rires gras et aux discussions rudes, comprirent d'instinct la dimension sacrée de l'instant. Dans ce monde rude où la faiblesse affiche rarement, un chagrin d'une telle magnitude commande un respect absolu. Un à un, les routiers, les paysans et les ouvriers baissèrent les yeux. Certains fixèrent le fond de leur verre, d'autres contemplèrent la buée sur les vitres, offrant au géant effondré la plus noble des courtoisies, celle de l'invisibilité et de la pudeur. Personne n'esquissa le moindre geste déplacé, laissant le seul bruit de l'averse bercer cette douloureuse délivrance. Au cœur de ce tableau immobile, seul Matisse osa bouger. Le jeune garçon venait d'assister à la mise à nu vertigineuse de l'homme le plus intimidant qu'il ait jamais croisé. Pourtant, au lieu de s'effacer, il puisa en lui une ressource inattendue. Faisant preuve d'une empathie et d'une maturité exceptionnelles qui tranchaient radicalement avec son allure frêle, l'adolescent s'avança d'un demi-pas. Avec une infinie délicatesse, il tendit le bras et vint poser sa main pâle, encore rougie par le froid de la tempête, sur l'épaule massive et frémissante du motard. Ce simple contact physique, empreint d'une bienveillance absolue, figea le temps. La main du gamin sur l'épais cuir noir agissait comme un phare dans la tempête intérieure du vieil homme, lui signifiant silencieusement que la longue nuit était terminée. Lentement, le vieux motard prit une longue et profonde inspiration, avalant l'air chargé d'humidité du bistrot comme un naufragé atteignant enfin la surface. Prenant appui sur le rebord d'une chaise de bois, il se redressa de toute sa hauteur. Sa stature colossale impressionnait toujours autant, mais l'aura sombre et prédatrice qui assombrissait les lieux à son arrivée s'était totalement dissipée. À la place, une dignité nouvelle et une reconnaissance muette émanaient de sa personne. Il baissa les yeux vers Matisse, observant pour la première fois avec attention ce sauveur improbable. Constatant que le garçon grelottait encore violemment dans ses vêtements détrempés et que la pâleur de l'épuisement creusait ses jeunes joues, Gérard retrouva soudainement une voix ferme. D'un ton rocailleux, subtilement adouci par la gratitude, il insista catégoriquement pour lui offrir un vrai repas chaud. C'était une évidence, une nécessité absolue, un premier pas minuscule pour tenter d'honorer la dette immense qu'il venait de contracter envers lui. Ils s'installèrent à une petite table isolée, nichée au fond d'une alcôve tapissée de boiseries anciennes, à l'abri des regards bienveillants mais insistants des autres clients. Le contraste entre les deux convives offrait un tableau saisissant, presque poétique. D'un côté de la nappe à carreaux se tenait montagne aux larges épaules, cuirassée de noir et marquée par les rudesses d'une vie de nomade. De l'autre, un adolescent à la carrure d'oisillon dont la fragilité apparente n'avait d'égal que le courage inouï. Comprenant la dimension de l'instant, le patron s'approcha en silence et posa devant eux 2 assiettes fumantes d'une généreuse truffade. L'arôme réconfortant des pommes de terre isolées, marié à la tome fraîche d'Auvergne fondue et à une pointe d'ail, emplit l'espace. Ces effluves rappelèrent brutalement au vieux loup solitaire les saveurs authentiques de ce terroir qu'il avait tant cherché à fuir, agissant comme un pansement sur son âme endolorie. Les premières bouchées furent partagées sans un mot, dictées par le besoin viscéral de se restaurer. Mais, à mesure que la chaleur bienfaisante de ce riche plat paysan apaisait leur corps engourdi, la glace fondit et les langues se délièrent naturellement. Autour de cette table rustique, une communion inattendue prenait forme. Matisse, retrouvant peu à peu des couleurs, commença à raconter les prémices de son voyage. D'une voix teintée d'une douce mélancolie, il évoqua la figure de son grand-père bien-aimé, décédé paisiblement au début d'un automne particulièrement rigoureux. L'adolescent expliqua avec ferveur comment le vieil homme, sentant son heure poindre de manière inéluctable, l'avait fait venir en urgence à son chevet. D'une main usée mais résolue, Émile lui avait tendu l'écrin au loquet de laiton, l'investissant d'une mission qui tenait du serment sacré. Conscient qu'il n'aurait plus jamais la force de sillonner les rassemblements de la région, il avait légué cette quête de justice à son petit-fils. Les directives, murmurées dans le silence d'une chambre d'hôpital, résonnaient encore dans l'esprit du garçon.
Matisse devait surmonter sa peur de l'inconnu, traquer ce mystérieux motard de légende à travers les départements et lui restituer son bien. « Rends-lui ce morceau de son âme, mon enfant !» avait soufflé le praticien juste avant de s'éteindre. Gérard écoutait religieusement, la fourchette suspendue, bouleversé par la loyauté transcendante d'un homme qui n'avait fait que croiser, et par la promesse tenue de son jeune héritier. Repoussant doucement son assiette vide, Matisse reprit le fil de son récit. De l'autre côté de la table, Gérard l'écoutait avec une attention quasi religieuse, fasciné par la ténacité de cet enfant. Comment un gamin de 15 ans avait-il pu débusquer un fantôme que personne, pas même les autorités, n'aurait su retrouver? L'adolescent expliqua son point de départ dérisoire. En fouillant dans les vieux carnets de cuir de son grand-père, il n'avait déniché que de maigres indices. Quelques photographies polaroïdes aux couleurs passées, une silhouette massive adossée à une moto ancienne et ce fameux surnom griffonné dans la marge, le loup noir. Sans nom de famille, sans adresse précise et surtout sans permis de conduire, la mission relevait de la pure folie. Pourtant, l'idée d'abandonner n'avait jamais effleuré l'esprit de Matisse. Il détailla ensuite sa véritable odyssée à travers les routes secondaires du centre de la France. Avec son sac à dos pour seul bagage et la lourde boîte en chêne précieusement dissimulée contre lui, il avait dû ruser avec les horaires capricieux des cars régionaux, traversant des villages endormis et des vallées brumeuses. Lorsque les transports publics faisaient défaut, il tendait le pouce sur le bas-côté de départementales désertes, essuyant les averses froides et les refus de dizaines d'automobilistes pressés. Son enquête l'avait même mené dans l'univers bruyant et intimidant des rassemblements de passionnés de vieilles mécaniques. Le cœur battant à tout rompre, bravant sa timidité naturelle, il avait osé s'approcher de groupes de motards patibulaires dans l'Allier, la Creuse ou le Puy-de-Dôme. Il tendait ses photos jaunies au milieu des effluves de bière et de gaz d'échappement. Si beaucoup l'avaient repoussé d'un revers de la main, quelques vétérans, intrigués par son audace inouïe, lui avaient glissé de vagues rumeurs. Un solitaire aperçu près du Mont d'Or, une Indian classique garée de temps à autre devant un relais isolé du massif. Pièce après pièce, avec une patience d'orfèvre, le garçon avait reconstitué la trajectoire erratique de l'homme en cuir. 3 semaines de traque épuisante, de doute et de fatigue extrême, portées par l'unique volonté d'honorer la mémoire d'un aïeul. En écoutant ce récit de bravoure, le vieux motard sentit un frisson parcourir son échine. Il fixa les baskets couvertes de boue du garçon et la fatigue imprimée sur ses traits. La détermination féroce de cet adolescent forçait le respect absolu du colosse. Lui qui n'avait juré toute sa vie que par la force brute, découvrait une résilience bien supérieure dans l'âme de ce frêle voyageur. Une alchimie silencieuse opéra alors dans l'alcôve boisée du bistrot. Le fossé des générations et les barrières sociales s'effondrèrent instantanément. En regardant Matisse, Gérard ne voyait plus un simple adolescent, mais un esprit noble, un véritable survivant. Une connexion inattendue, viscérale et profondément filiale, s'installa naturellement entre l'homme usé par la douleur et le jeune porteur d'espoir. L'instinct protecteur du vieux loup, mort et enterré avec son frère 30 ans plus tôt, s'embrasait soudainement à nouveau, scellant un pacte invisible entre eux. Peu à peu, la fureur aveugle des éléments commença à s'essouffler au-dessus du toit en zinc. Le roulement de tambour oppressant de la pluie céda la place à un clapotis irrégulier, puis à un calme apaisant, simplement troublé par le ruissellement joyeux de l'eau dans les vieilles gouttières. À travers les vitres embuées du relais, une timide clarté argentée perçait enfin la masse sombre et menaçante des nuages, annonçant le retrait de la tempête sur les crêtes du massif. Gérard tourna son regard clair vers l'extérieur, puis posa ses yeux sur l'adolescent dont les vêtements commençaient tout juste à sécher. D'un hochement de tête complice, dénué de toute brusquerie, il l'invita à le suivre dehors. Le moment était venu de lui offrir autre chose que des mots de gratitude. En franchissant le seuil du bistrot, ils furent instantanément enveloppés par l'odeur si particulière et enivrante de la terre volcanique mouillée, mariée aux effluves d'asphalte froid et de résine de pin. Là, sagement garé à l'abri sous l'auvent de tôle de la bâtisse, reposait la fierté silencieuse du vieux motard. Ce n'était pas un simple moyen de transport, mais une véritable œuvre d'art mécanique, un sanctuaire de cuir et d'acier rescapé des âges. Une magnifique moto indien classique se dressait majestueusement sur sa béquille, exhibant ses immenses garde-boue fluides aux lignes art déco et son imposant moteur en V. Chaque ailette du cylindre, chaque rayon des roues étincelait d'une propreté maniaque. La carrosserie d'un rouge bordeaux profond reflétait une dévotion obsessionnelle, fruit de milliers d'heures de restauration méticuleuse passées en solitaire dans un garage poussiéreux. D'une main respectueuse, Gérard flatta le réservoir bombé comme on caresse l'encolure nerveuse d'un pur sang. Il invita Matisse à s'approcher davantage, l'encourageant d'un geste bienveillant à effleurer le cuir épais et richement patiné de la lourde selle à franges. Avec une patience infinie, qui tranchait radicalement avec son attitude féroce de la fin d'après-midi, le colosse commença à lui expliquer l'âme de cette noble mécanique.
Il lui montra les carburateurs complexes, détailla le jeu subtil de l'embrayage suicide, et lui fit écouter le cliquetis métallique singulier du sélecteur de vitesse. Les yeux du jeune garçon brillaient d'une fascination mêlée d'un respect émerveillé, buvant chaque parole technique de cet expert inattendu. Au fil de ses explications passionnées, la voix rocailleuse de Gérard se fit plus douce, vibrante d'une chaleur nouvelle. Naturellement, sans le moindre effort ni la moindre appréhension, le prénom d'Arnaud franchit ses lèvres. Il ne résonnait plus comme un écho maudit, mais s'imposait comme une présence lumineuse et vivante. Le vieux loup se mit à raconter leurs virées insouciantes sur les routes estivales, les soirées entières passées les mains noires de Cambouis pour régler une distribution récalcitrante, et le rire tonitruant de son cadet qui faisait autrefois trembler les vallées d'Auvergne. Pour la toute première fois depuis 3 décennies de deuil muet, le souvenir n'était plus empoisonné par l'amertume. En évoquant la fougue merveilleuse de son frère, un sourire sincère, franc et profondément libérateur vint étirer les traits burinés de Gérard. Ce gamin de 15 ans ne lui avait pas seulement rendu une relique de métal et de verre, il lui avait restitué le droit inestimable de chérir son passé sans en souffrir. L'averse s'était définitivement tue, abandonnant derrière elle un paysage transfiguré. Sur les majestueux cratères endormis des volcans d'Auvergne, une brume épaisse et mystérieuse s'étirait lentement, effaçant les contours rudes des vallées pour leur donner une allure de songe. L'air vif et piquant fouettait les visages, chargé de l'odeur minérale de la roche mouillée et de la sève des sapins. Dans cette atmosphère suspendue, presque mystique, l'idée même de laisser le jeune Mathis reprendre un misérable quart de ligne ou tendre à nouveau le pouce sur une départementale déserte était devenue inconcevable. Gérard, d'un geste calme et mesuré, se dirigea vers l'imposante sacoche de cuir noir fixée à l'arrière de son Indian. Il en sortit un second casque, patiné par le temps mais d'une robustesse rassurante, et le tendit à l'adolescent avec un hochement de tête qui valait toutes les invitations du monde. Il n'était plus question de le laisser affronter le reste du monde en solitaire. Saisi par un frisson mêlant l'appréhension à une indicible excitation, le garçon boucla fermement la jugulaire sous son menton et enjamba précautionneusement la large selle passager. Dès que le colosse prit place aux commandes, il actionna le démarreur. Le gros bicylindre en s'ébroua dans un grondement caverneux, une pulsation profonde, vitale, qui résonna juste dans la cage thoracique de l'adolescent. D'un coup de botte assuré, Gérard enclencha la première vitesse. La lourde moto s'élança sur le ruban d'asphalte encore luisant d'humidité, fendant l'air glacial de la fin d'après-midi avec l'aisance d'un rapace en plein vol. Ce qui suivit se mua rapidement en une chevauchée poétique à travers l'immensité des crêtes cantaliennes. La route sinueuse se déroulait devant eux comme une langue d'encre noire, épousant parfaitement les courbes généreuses et sauvages du relief. Ils avalaient les virages avec une fluidité majestueuse, penchant à l'unisson au rythme hypnotique du moteur dont le souffle régulier rassurait l'esprit. Les lambeaux de brume s'écartaient respectueusement sur leur passage, révélant par éclats fugaces la beauté brute des monts d'or et les versants abrupts tapissés de bruyères. Mathis, les mains solidement agrippées au blouson de cuir usé du géant, fermait les yeux par instants. Il laissait la morsure vivifiante du vent effacer la fatigue de sa longue quête, totalement grisé par ce sentiment vertigineux d'une liberté qu'il n'avait jamais connue. Pour le vieux motard, le regard d'acier fixant sereinement la ligne d'horizon, chaque kilomètre englouti sous les pneus devenait un acte de purification intime. La vitesse, l'angle parfait de la trajectoire, ce rugissement mécanique familier qui repoussait le silence oppressant de la montagne, tout concourait à forger un rite de passage d'une puissance inouïe. Les bourrasques froides qui s'engouffraient dans son cou ne le glaçaient plus. Au contraire, elles arrachaient, une par une, les dernières ombres tenaces de son passé, les fantômes de la culpabilité. Ces passagers clandestins qui lui broyaient les épaules depuis 30 années interminables s'envolèrent enfin pour se dissoudre à jamais dans les nuages clairs. À l'approche de la plaine, baigné par les rayons obliques d'un soleil couchant qui transperçait victorieusement la grisaille, l'homme ne fuyait plus. Il roulait vers la lumière, l'âme lavée de ses tourments, porté par la chaleur bienveillante de ce jeune garçon blotti dans son dos. Le grondement profond du bicylindre s'adoucit pour ne devenir qu'un murmure grave au moment où l'Indien s'immobilisa au bord d'un chemin paisible, encadré par de vieux platanes majestueux. La douce lumière du crépuscule baignait désormais la façade en pierre de la maison familiale, de Mathis d'une lueur cuivrée et apaisante. L'Odyssée touchait à sa fin. Le jeune garçon descendit de la lourde machine avec une assurance nouvelle, débarrassé du poids invisible qui l'écrasait quelques heures plus tôt. Il retira le casque patiné et le tendit au vieux motard. Aucun d'eux ne ressentit le besoin de combler le silence par de grands discours ou de vains remerciements. La pudeur si caractéristique des gens de cette région imposait de respecter la solennité de l'instant. Dans le regard de l'adolescent, on ne lisait plus l'effroi ni la fatigue, mais la fierté silencieuse et digne du devoir accompli. De son côté,
Gérard le dévisageait avec une tendresse bourrue, pleinement conscient que ce frêle gamin venait de réaliser ce qu'aucun médecin ni l'usure du temps n'avait su faire en 3 décennies, recoudre les lambeaux de son âme. Avec une lenteur presque rituelle, le colosse retira ses épais gants de cuir. Il posa la main sur la sacoche où reposait le précieux coffret en chêne, fit glisser le loquet de laiton et l'entr'ouvrit une toute dernière fois. Ses immenses doigts calleux plongèrent vers le velours bordeaux et en extirpèrent délicatement le médaillon de Saint-Christophe. L'argent, noirci par l'huile et les années de deuil, accrocha le dernier rayon de soleil couchant. Gérard s'avança vers Matisse. Sans prononcer un seul mot, il prit la main pâle de l'adolescent, déposa le lourd bijou métallique au creux de sa paume et referma doucement les doigts du garçon dessus. Ce geste, d'une intimité et d'une force bouleversante, venait sceller leur rencontre. Ce bout de métal n'était plus simplement la relique tragique d'un frère disparu sur une route maudite. Il se muait en un véritable talisman de protection pour l'avenir, le symbole puissant de la bienveillance d'un vieux louant vers le louveteau qu'il avait extirpé des ténèbres. L'héritage était transmis, la boucle était définitivement bouclée. Un unique hochement de tête, lourd de toutes les paroles qui n'échangeraient jamais, marqua leurs ultimes adieux. Gérard enfila ses gants et enfourcha fermement sa monture. Lorsqu'il actionna le démarreur, le rugissement familier de la mécanique résonna non plus comme le cri d'une colère inextinguible, mais comme un hymne vibrant à la vie retrouvée. Il enclencha la première, jeta un ultime regard dans le rétroviseur pour graver à jamais la silhouette droite du garçon dans sa mémoire, et s'éloigna. Sur le ruban d'asphalte qui se fondait peu à peu dans la nuit naissante, le motard solitaire reprenait sa route. Mais cette fois, sous son blouson fatigué, son cœur battait avec la légèreté inouïe d'un homme enfin en paix, prêt à embrasser sereinement chaque kilomètre à venir. Si ce voyage au cœur des montagnes d'Auvergne, empreint de résilience, de pardon et de transmission vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette histoire autour de vous, car nous avons tous, parfois, besoin de nous rappeler que la lumière finit toujours par percer les nuages les plus sombres. À très bientôt pour un nouveau récit captivant.